Une course pas trop mal finalement, avec pas mal de stratégies, quelques dépassements quand même plutôt sympas à regarder, par l'extérieur, par l'intérieur, ça a été assez cool. Et même si on a été souvent bloqué dans le train des RS, je trouve que ça a quand même été un Grand Prix plutôt intéressant à regarder, que ce soit devant ou derrière, même si tout devant, on connaissait sûrement la suite et la fin de cette course. Vous l'avez compris, on va parler du Grand Prix du Canada qui a eu lieu ce week-end, avec comme vainqueur Max Verstappen. En deuxième, on a eu Fernando Alonso et Lewis Hamilton pour compléter le podium. On va tout de suite attaquer. Alors, comme vous l'aurez remarqué d'ailleurs, avant qu'on attaque quand même, nouveau décor, enfin pas permanent justement. Déjà à la rentrée, on se retrouve dans le décor habituel. Et ici, c'est en cours, hein, voilà, ça va être le setup pour l'été, mais il va falloir bosser parce que là pour l'instant, on a un proto derrière moi, alors qui est très cool, mais c'est pas vraiment Formule 1. On va pas parler des 24 heures du Mans ce week-end, il fallait aller sur TikTok, Instagram pour ça. Mais voilà, sachez-le, petite transition de setup en ce moment pour l'été. Bref, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je vais souvent tourner d'ailleurs la tête parce que j'ai mon ordi qui est juste en bas et j'ai tous mes petits pense-bêtes. Je commence par la qualif. J'ai deux réactions sur cette qualification. La première, c'est Sergio Pérez. 12e Sergio Pérez. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Sergio? Alors, course très difficile par la suite aussi, hein, on va en parler après, mais enfin, globalement, ça a été. Je viens de casser mon micro. Globalement, ça a été très compliqué pour Pérez ce week-end. Et encore un week-end compliqué pour Pérez. Je veux dire, là, ça commence à faire beaucoup. On le sait, depuis Miami, ça a été, on en a parlé longuement la dernière fois. Miami, ça a été un petit peu la claque, j'ai envie de dire, où voilà, Pérez était loin devant, il partait en pole, Verstappen partait loin. C'était le moment d'enfoncer le clou et de prendre pour la première fois de la saison et pour la première fois depuis toujours face à son coéquipier les rênes du championnat. Euh, et ça s'est pas passé comme prévu pour Pérez qui avait pas le rythme clairement. Et d'un autre côté, on a Max qui a remonté le field super facilement, qui a doublé Pérez sans trop de difficulté, qui a fini par gagner la course. Et à partir de là, ça a été vraiment compliqué et on l'a vu. Il y a eu des erreurs à Monaco, il y a eu des erreurs en Espagne, il y a eu pas forcément d'erreurs ce week-end et c'est ça, on va dire, le gros bémol, je trouve. Enfin, le gros bémol. On va dire que sur les grands prix d'avant, il y avait des excuses. Bonne ou pas bonne, voilà, l'erreur à Monaco et l'erreur en Espagne, c'est des erreurs quand même pas du calibre d'un Pérez avec l'expérience qu'il a, et surtout quand on veut se battre comme il l'annonce, hein, parce que moi c'est ça qui me perturbe beaucoup avec Pérez et que j'aime pas forcément, c'est l'attitude de dire on va aller se battre contre Verstappen, on va aller gagner Verstappen. C'est exactement Valtteri Bottas, sauf que Valtteri Bottas à la rigueur il était bien plus proche d'Hamilton que ne l'est actuellement Pérez. Pérez depuis quelques courses, c'est abyssal l'écart. Et le problème, c'est que finir deuxième, même si t'es à 3-4 dixièmes, tu vois, tu prends un peu cher, mais t'es là, tu vois, t'es deuxième. Avec la voiture que Perez a, il est obligé pour moi d'être deuxième. Il peut pas être plus loin. Et là, euh, ça passe pas ça a pas passé la Q1 bon, à cause du crash à Monaco. C'est pas passé non plus en qualif jusqu'en Q3 pour lui parce que encore une fois il a fait cette erreur là et même après l'erreur il avait encore des tentatives et elles étaient juste tout simplement pas assez rapides. Et là encore une fois ce week-end on passe pas en Q3, c'est 12e sur la grille, enfin 12e en qualif avant les pénalités je crois. C'est quand même assez terrible. Alors je me posais la question, est-ce que on en a parlé aussi la dernière fois, on sait que le management Red Bull, notamment Helmut Marko et Christian Horner, ont dit voilà, maintenant t'es loin de Perez, enfin t'es loin de Max, t'as clairement pas le rythme, concentre-toi sur toi, maintenant c'est bon, tu peux abandonner l'idée du championnat. Est-ce que ça n'a pas été un coup supplémentaire au moral? C'est une question que je me suis posée ce week-end parce que honnêtement, ça doit pas faire plaisir à entendre, même si c'est vrai. Euh, d'un côté, il faut quand même être assez réaliste. C'est vrai, Perez, il est juste pas au niveau de Verstappen, il faut l'accepter. Il peut faire illusion sur quelques courses, comme il l'a fait l'année dernière en début de saison. Malheureusement, ça peut pas tenir une saison complète. Est-ce que ce message-là a fait encore plus mal et l'a mis encore moins dans de bonnes conditions pour performer? Peut-être, honnêtement, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça va toujours pas. C'est loin en rythme et en course, on va en reparler quand on parlera du Grand Prix, mais c'était pas là du tout non plus, hein. Voilà. On reviendra sur Pérez juste après.
Pour la course, deuxième petite réaction sur les Ferrari globalement, avec des stratégies. Mais alors ils se sont rattrapés en course. Honnêtement, j'étais surpris. Ils se sont rattrapés en course. Mais en qualif, mes amis, ça a été mais catastrophique. Alors, pas beaucoup de rythme. Ça a été compliqué. Alors, qualif sous la pluie, encore une fois, là, c'est particulier, on va dire, comme situation. C'est pas forcément, ils sont pas forcément dans les meilleures conditions à ce moment-là. Et c'est peut-être pas tout simplement là où la Ferrari peut le plus performer, je sais pas. En tout cas, à chaque fois qu'il y a eu de la pluie, ça n'a pas été flamboyant non plus. Donc, je sais pas. Mais c'était pas fou en rythme. Et en plus de ça, alors, bon, Leclerc qui sort en Q2, donc 11ème, alors qui s'élance 10ème au final avec les pénalités de Sainz. On va reparler de Sainz, puisque c'est un volet Ferrari auquel on s'attaque. Je vais faire court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a juste, encore une fois, été bloqué, tête baissée dans sa stratégie qu'on a fait. Et on ne veut pas changer. On veut pas en changer et on veut pas écouter le pilote. Et ça, ça commence à être problématique. Je me demande si... Alors, pour être honnête, quand j'étais devant la télé, je me demandais pas, c'était sûr et certain, je criais virez-le. Mais franchement, l'ingénieur de Leclerc, alors peut-être qu'ils s'entendent super bien et qu'ils ont une super relation, mais honnêtement, ça transparaît absolument pas. Leclerc et lui, à chaque fois qu'il parle, on sent un Leclerc énervé. Qui se comprend pas en fait. On a l'impression de deux personnes qui ne se comprennent pas. Et malheureusement, un ingénieur de course en Formule 1, mais c'est primordial que ce soit, mais c'est instinctif. Enfin, je veux dire, le lien qu'il y a entre les deux, il faut que vous parliez sans même parler, quoi. Enfin, c'est un peu débile ce que je dis, mais vraiment dans ce sens-là où il faut un lien énorme et il faut que les deux se comprennent très très bien. Rien qu'à l'intonation, quoi. Quand il y a un truc qui va pas, quand il y a un pilote qui est un peu énervé, rien que sur le ton, l'ingénieur doit savoir, ok, il est ok, je vais lui laisser 2-3 virages, etc. Les autres, ils te parlent en pleine bataille, on l'avait vu l'année dernière, ils te parlent à des moments cruciaux, alors qu'on lui dit 4 fois de se la fermer, enfin, c'est vraiment assez compliqué. Et là, encore une fois, donc, je veux rentrer, je veux mettre des softs, c'est maintenant, je sens les softs, je sens que c'est bon pour les softs. C'est ce qu'a fait Albon, super performance d'Albon, qui passe en Q3, etc., qui a été très performant, on va en reparler pour la course. Et non, chez Leclerc, on dit non, voilà, les ingénieurs Ferrari ont décidé que c'était non. Donc on passe après tout le monde. Leclerc est sur une bonne tentative, mais je crois qu'il y a eu... J'ai pas vu. Sur le feed, il était en train d'allumer en vert, alors donc c'est synonyme de record personnel. Et j'ai l'impression qu'il a pas fini ce tour. Peut-être je me trompe, il a juste fini, mais il était loin. Je sais pas. Mais même quand il a passé les softs, ça a été compliqué. Il y a des tentatives qui ont dû être ratées, enfin je sais pas. Au final, ça sort. Q2 juste devant Pérez, qui lui par contre a de bonnes stratégies et de bonnes voitures, donc voilà, c'est quand même catastrophique que Ferrari, avec une voiture qui est pas folle, des ingés qui sont nulle part, sous la pluie, machin, il a pas le temps de faire un bon tour, il est quand même devant Pérez. Ça, c'est dire quand même, je suis désolé de m'acharner sur Pérez, je sais que chaque semaine je m'en prends à Pérez en ce moment, mais c'est un peu compliqué. Bref, donc Ferrari, voilà, catastrophique. Sainz de son côté qui a décidé de bloquer la terre entière. Voilà, parce que pourquoi pas, qui a failli envoyer Albon dehors, enfin... Voilà, alors, on en a parlé la fois dernière, il y a un problème, on va dire, avec Ferrari, qui utilise, c'est les seuls à utiliser un logiciel différent des autres pour prévenir les pilotes des poursuivants, tout simplement, des pilotes qui arrivent derrière à grande vitesse, qui sont en tour qualif. Quand ton pilote à toi est en tour de récup ou en tour de chauffe, etc., il va très très lentement, surtout à la fin du tour, pour se donner de l'espace avec la voiture de devant, pour pas être gêné pendant le tour, et donc les pilotes qui arrivent derrière, c'est très dangereux. C'est pour ça les équipes utilisent des logiciels, en l'occurrence un seul logiciel, pas Ferrari. Voilà, Ferrari, c'est les seuls à utiliser un logiciel maison, alors que toutes les autres équipes, les 9 autres équipes de Formule 1 utilisent le même logiciel, qui apparemment d'après Julien Simon-Chotan, donc l'ex-ingénieur de piste de Raikkonen, est un super logiciel qui sur l'écran te donne des petits flashs, te prévient à la radio, enfin bref, tu as énormément d'alertes et d'informations pour justement te prévenir.
et pour pas que tu le loupes, tout simplement, l'information de dire il y a un pilote qui arrive derrière. Il va en plus, le logiciel est même capable de prédire à quel virage ils vont se croiser. Enfin bref, c'est super bien fait. C'est la Formule 1 finalement. Et Ferrari, je sais pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils regardent par la fenêtre comme ça, ils regardent par-dessus pour savoir s'il y a un pilote qui arrive derrière. Enfin bref, ils utilisent un logiciel maison apparemment. Voilà, ça veut tout dire. Moi, je suis désolé quand j'entends ça. Ça me fait rire. Même si samedi, ça me faisait pleurer personnellement de voir ça. Mais bon, je sais pas là en l'occurrence si c'était la faute du logiciel ou si c'était la faute de Sainz. En même temps, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, les pilotes ont des rétros, on est dans une pleine ligne droite, donc même si on te prévient un peu, enfin, quand même, tu vois, genre, il y a un peu de tout. Et là, clairement, je trouve que Sainz, il abuse, c'est pas la première fois, il bloque souvent. Surtout qu'à un moment, il met un petit coup de roue, et ça, je pense que pour le coup, c'est fait exprès, sur Albon notamment. Donc bon, il y a un moment où, frérot, voilà, hein, on va falloir se calmer. Ça prend 3 places, amplement mérité, je pensais qu'il allait prendre bien plus, parce qu'il a bloqué techniquement 2 pilotes, c'était 6 places hein, normalement, parce que Gasly c'est ce qu'il a pris en Espagne. Gasly qui a un tour complètement gâché pour Pierre malheureusement, qui part loin, après il est 16ème je crois, enfin ça sort même pas de la Q1, et après ça a été compliqué en course, il a terminé 14ème je crois. Corrigez-moi si je me trompe, je me suis pas fait autant de pense-bête que d'habitude. En tout cas, clairement, chez Ferrari, le samedi, noir, on va passer à la course. Je vais rapidement parler de Verstappen. Alors, course presque facile de l'extérieur, même si les écarts au final sont pas si importants, que ce soit avec Alonso, Hamilton, enfin avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas uniquement Alonso qui était proche de Verstappen, tout le monde était plus proche que d'habitude. Même les Ferrari en partant loin, sont remontés, on va en reparler grâce à une très bonne stratégie. Vous êtes surpris derrière votre écran, moi aussi j'étais surpris devant mon écran. Honnêtement, ça a été plutôt serré en fait par rapport à d'habitude avec Verstappen et la concurrence, et on l'a pas senti forcément s'économiser. Voilà. Donc est-ce que la Red Bull était un petit peu moins performante sur ce circuit? Peut-être. Alors on est en train de parler de peut-être être moins performante et tout, il a quand même gagné, donc il n'y a pas de, voilà, tranquille quoi, tu vois, il n'y a pas de problème pour Verstappen, mais en tout cas ça a été un peu moins dominant que d'habitude. Ouais, je vais y arriver. Un petit peu moins dominant que d'habitude, Verstappen. Au final, ça gagne quand même. Ça mène quasiment tous les tours, je crois. Sauf erreur de ma part, je crois que même pendant les arrêts au stand, vu qu'il couvrait à chaque fois la stratégie, je crois qu'il a jamais lâché la tête de la course. Donc bon, tranquille, la pole, la victoire. Il n'a pas le meilleur tour. Quasiment encore un week-end sans faute pour Verstappen, qui est tranquille. Finalement, maintenant, il gère, même s'il gagne pas une course, au pire. Là, je pense que son seul objectif, peut-être pour la saison, le seul truc qui peut le motiver, c'est de se dire, vas-y, je gagne toutes les courses de l'année. Enfin, pour Red Bull aussi. Même s'il n'aura pas gagné toutes les courses, puisque Perez en a prise. Mais je veux dire, maintenant, c'est de se dire, allez, on essaye de battre le nombre de victoires d'affilée de Vettel. Je vois pas ce qui peut trop le motiver, honnêtement, en ce moment, Verstappen, parce que lui-même le dit, honnêtement, c'est cool de gagner des titres, mais alors, on peut dire, mais vas-y, frère, sois pas blasé comme ça alors que tu gagnes tout. Mais je peux comprendre, en vrai, là, c'est tellement dominant. Enfin, je veux dire, on se pose tellement la question de se dire, bon, bah, qui va gagner que... Alors, tu me diras, c'était pareil avec Hamilton, c'était pareil avec Vettel, etc. Mais il y a quelque chose de différent. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais Mercedes, on avait presque... Déjà, à l'époque, Rosberg-Hamilton, on savait pas qui allait gagner. Alors que là, honnêtement, mon frérot... Perez, voilà, on va pas en parler, mais voilà. Donc on sait déjà que ça va être un seul pilote. Et même à l'époque où il n'y avait plus Rosberg, il y avait Ferrari, il y avait Red Bull qui était des fois un peu là. 2017-2018, il y avait Ferrari. 2019, il y avait un peu Ferrari, un peu Red Bull, ça dépendait des moments de la saison. Donc il y avait toujours ce moment où on se disait, 2020, les courses étaient toutes folles. 2021, bon, on va même pas en reparler, on pouvait absolument pas prédire qui allait gagner à chaque course. Donc au final, pendant la période Mercedes, même si elle était peut-être très dominatrice, cette Mercedes, il y avait toujours ce sentiment de se dire « Oh, ça peut être quelqu'un d'autre ». Là, avec Verstappen, on le retrouve pas vraiment. Enfin, en tout cas, je le retrouve pas vraiment. Peut-être que c'est mon sentiment perso et que vous n'avez pas le même. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression, à chaque fois que j'allume ma télé le dimanche, de me dire « C'est sûr, c'est Verstappen qui va gagner ». Ce qui est
Un peu dommage. Maintenant, après, Red Bull a fait un super travail, donc en même temps, bien joué à eux, et ils récoltent le fruit de leur travail. C'est aux autres de rattraper, tout simplement, si on veut avoir des bonnes courses. Et ça commence peut-être à être le cas. Des nouveautés sur la Aston Martin, ça roulait un peu plus fort. La Mercedes s'est rapprochée un peu. Comme j'ai dit, la Ferrari partant loin, bah, au final, ils finissent pas si loin que ça. Je crois qu'ils sont à une vingtaine de secondes de la tête. C'est beaucoup, mais ça part 11e, on finit 4e, donc il faut quand même rattraper tout ça. J'aurais été intrigué de voir si les Ferrari auraient pu être dans le match avec, en partant plus haut sur la grille, tout simplement, en partant à peu près de là où elles doivent partir, c'est-à-dire à peu près dans le top 6. Bref, c'est la 41e victoire pour Verstappen qui égale Ayrton Senna. Alors, encore une fois, ils en ont parlé un peu hier à la télé, à remettre en contexte. À l'époque, on faisait 15 courses par an, grand max. Voilà, on avait des carrières qui étaient plus courtes aussi. Verstappen a commencé très tôt, mine de rien, il est très jeune, 25 ans, mais il a quand même commencé déjà depuis 2015 en Formule 1, donc ça fait un moment qu'il est là. Donc il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de grands prix à son compteur. Certes, 41 victoires, ça n'enlève rien à l'exploit, j'ai envie de dire. Il est clairement là, il rentre dans les très très grands pilotes maintenant, sûrement triple champion du monde à la fin de l'année aussi, donc voilà. Ça va aller très certainement facilement, entre guillemets, chercher jusqu'à Prost, Vettel. Après, Schumacher est à 91, Hamilton à 103, 102, 103, je sais plus, enfin plus de 100. Donc ça commence, ouais, il y a plus de 60 victoires d'Hamilton quand même, donc ça prouve les carrières d'Hamilton et de Schumacher devant, c'est assez impressionnant. Et c'est la 100e victoire de Red Bull qui rentre dans le club très fermé des 100 victoires pour une équipe. Il y a Mercedes, Ferrari. Alors Ferrari, ils sont à 240, je crois, ou 230. Enfin, ils sont loin devant, forcément. Mais il y a Mercedes, Williams, McLaren. Et je crois que c'est tout. Enfin, Red Bull maintenant, mais c'est quand même un club très très fermé, voilà. Pour clore le chapitre Red Bull, je voulais rapidement... Alors, on va rapidement parler de Pérez, mais il n'arrivait pas à remonter, même sur des Ferrari. Donc ça commence à être... voilà, avec une très très bonne voiture quand même, ça commence à être compliqué. Dans mes notes, c'est un peu tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure quand on parlait de la qualif. Voilà, il finit 6ème du coup, Pérez, juste derrière les deux Ferrari. Et il était loin derrière les deux Ferrari, mais vraiment loin, alors qu'il est reparti en médium quand les Ferrari sont arrêtés pour des durs. Donc sur le dernier relais, normalement, il devait être plus vite. Surtout qu'il était, en termes d'âge, enfin de nombre de tours sur la gomme, c'était quasiment similaire. Voire même, c'était très très proche. Donc vraiment, vraiment compliqué en course, presque plus qu'en qualif, j'ai envie de dire, de ne pas remonter sur les Ferrari. Enfin, voilà, les Ferrari cette année, on le sait, c'est pas les Ferrari de l'année dernière. Donc quand on remonte pas dessus, c'est que on est moins vite que. Enfin, il était moins vite que tout simplement les 5 premiers. Hein. Voilà, c'est clair, les 5 premiers étaient inatteignables pour Pérez en termes de rythme. On va passer maintenant aux Ferrari, qui se sont vraiment très très bien rattrapés le dimanche, avec donc une stratégie, j'avoue. Alors là, je vais m'excuser. J'en ai parlé en plus avec un pote hier soir. J'ai dit je m'excuserai en vidéo parce que j'y croyais pas du tout. J'ai pété un câble, comme d'hab, sur les stratégies Ferrari. Mais en même temps, quand Ferrari font une stratégie que personne d'autre fait, on a tellement l'habitude que ce soit nul. C'est-à-dire que même Febro et Alesi à la télé étaient en mode oh, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? C'est les seuls à pas s'arrêter. Pour le contexte, si vous n'avez pas vu la course, ou si vous avez oublié, c'est possible. La safety car arrive assez tôt dans la course, mais quand même aux alentours du 15e tour, donc c'était pas finalement trop tôt, comme l'année dernière. Donc la safety car arrive, et là tout le monde se dit bonne aubaine, on va s'arrêter, mettre des durs, aller au bout de la course. Sauf que, alors, c'est plus compliqué que ça, parce que déjà, tenir les durs, il y a quand même 70 tours de course en tout, donc ça faisait quand même un paquet de tours à faire encore. Donc un peu compliqué, ça pouvait se tenter, pourquoi pas, mais Pirelli avait préconisé stratégie à 2 arrêts, peu importe ce qui se passe, hors safety car, donc compliqué de se positionner sur cette stratégie-là, mais on pouvait se dire, c'est ce que beaucoup ont fait, on était en médium pour la plupart, dur, et on repassait des médiums, c'était parfait. Enfin, on avait la stratégie, on va dire, classique, et c'est celle que tout le monde a fait quasiment. Les seuls qui ne se sont pas arrêtés pendant cette safety car, c'était tous les pilotes qui étaient partis en dur, parce qu'effectivement,
15e tour, enfin je sais plus, c'était aux alentours du 15e tour, c'était trop tôt pour s'arrêter quand on avait des durs, parce que là pour le coup on cassait complètement notre stratégie. Sauf que Ferrari étant médium, vient la safety car, c'est ciao l'arrêt au stand, on s'arrête pas, chez Ferrari on choisit, les deux pilotes ne s'arrêtent pas, et là je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait encore, c'est pas possible, je déteste ces mecs, j'en peux plus de souffrir tous les dimanches. Mais au final, eh ben, ça s'est avéré être une plutôt très bonne stratégie, parce que Ferrari du coup a basculé sur un arrêt. Alors est-ce que c'était leur plan depuis le début, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont fait tenir leur médium très longtemps, avec un rythme qui était pas dégueu, et surtout, vu que tout le monde s'est arrêté pendant la safety car, ça leur a permis de sauter énormément de voitures, et d'avoir le champ libre, sans commencer à être bloqué et avoir du mal à te dépasser. On l'a vu, Leclerc en début de course, Sainz c'était la bataille avec Perez, Leclerc avait beaucoup de mal à doubler Norris qui était bloqué lui-même derrière Hülkenberg, enfin qui étaient les deux McLaren de Norris et Piastri qui étaient bloqués derrière Hülkenberg. Piastri a finalement fait sauter Hülkenberg, mais Norris lui avait pas mal de difficultés à doubler Hülkenberg, et on avait derrière Leclerc qui était un peu bloqué dans tout ça. Donc au final, plutôt pas bête de se dire, ok, on va profiter de la position en piste. Alors il y a des circuits où c'est très important, on en a parlé quand on a débriefé le Grand Prix de Monaco. Monaco, c'est très important d'avoir la position en piste. Là, un peu moins le cas, parce qu'on peut quand même doubler au Canada, sauf qu'on a eu cet effet de train DRS, c'est-à-dire que le premier a une voiture très vite, en ligne droite, qui ne se fait donc pas dépasser malgré l'aspiration et le DRS, et derrière, vu que tout le monde a l'aspiration et le DRS, on se retrouve dans ce qu'on appelle le train DRS, personne ne double, il suffit d'avoir devant une voiture très rapide, coucou Alex Albon, on va en reparler, et ça devient très compliqué. C'était le cas pour Hülkenberg qui a bloqué un peu, même si après il a commencé à se faire dépasser, puis Hülkenberg s'est arrêté, on va en reparler. Mais au final, c'était un petit peu le cas avec Hülkenberg qui, même s'il n'était pas aussi rapide en ligne droite que Albon, mais il était quand même assez rapide, mine de rien. Le moteur Ferrari marche plutôt bien en ligne droite. La Haas est plutôt une mauvaise voiture en termes d'appui aéro, donc elle a moins de traînée. C'est aussi ça qui fait la vitesse de la Williams. C'est des voitures qui génèrent moins d'appui que les top teams, puisqu'ils ont des moins bonnes voitures tout simplement. Mais moins d'appui, c'est aussi moins de traînée, donc c'est plus de vitesse de pointe. Donc sur certains circuits, ça peut être très performant, comme ici au Canada, pour Hülkenberg. Donc tout le monde avait du mal à dépasser, donc finalement, passer devant tout le monde en profitant des arrêts des uns et des autres, sans avoir à faire de dépassement, sans prendre de risques, sans perdre de temps, sans user la gomme, sans surchauffer, sans rien. C'est carré de la part de Ferrari. Donc, on s'arrête pas, on fait tenir les médiums très longtemps avec un rythme plutôt bon, et ensuite, on s'arrête quasiment au moment où tout le monde fait son deuxième arrêt. Ferrari s'arrête pour mettre les durs et finir la course avec un rythme qui était vraiment bon, et comme j'ai dit, qui était pas loin des premiers. Alors, un peu décroché par Verstappen, mais honnêtement, c'était pas loin d'Hamilton et de Alonso en rythme, et ça perdait pas autant qu'on a pu le voir comme on a pu le voir en Espagne, où le rythme était catastrophique, ça dégringolait complet au bout de quelques tours, et ça usait beaucoup trop la gomme. Là, honnêtement, ils ont réussi à rester plutôt pendants. Donc ça finit 4 et 5, super stratégie, super exécution, on est resté pour le coup serein, on n'a pas paniqué pendant la safety car, on avait notre stratégie, je pense que le plan était comme ça prévu depuis le début pour Ferrari, et tout simplement la stratégie n'a pas bougé au moment de la safety car, ils n'ont pas paniqué, ils sont restés sur leur plan tout simplement, et ça a marché, parce que d'habitude ils restent sur leur plan mais c'est pas le bon, comme en qualif, mais là ça a fonctionné, donc ça se rattrape, équilibré, on a fait de la merde le samedi, on a été bon le dimanche. Quand même, c'est ce que je dis depuis quelques années maintenant avec Ferrari, et surtout avec Charles Leclerc, c'est le dimanche qu'on marque les points, ça sert à rien de faire des pôles et de faire des bonnes qualifs si le dimanche on marque pas des points. Là ça a été l'inverse, je préfère que ce soit dans ce sens là à la rigueur, qu'on soit nul le samedi et rapide le dimanche. Bref, rapidement la course incroyable d'Albon. Alors super qualif, sous la pluie, il a mis les softs pile au bon moment, il a été premier de Q2 du coup, donc il passe en Q3 en finissant donc avec le meilleur temps en Q2, ça a été vraiment assez incroyable, il a été toujours dans les bons coups, et Williams aussi, ils ont été très performants, et en performance pure, parce que franchement la Williams c'était vraiment pas mauvaise,
Dommage pour Sargent qui abandonne très très tôt sur un problème moteur, pardon. Mais c'est vrai que c'était quand même super perfo pour la Williams et surtout des bonnes stratégies bien exécutées, encore une fois là aussi. Et donc ça passe en Q3, ça fait une très bonne qualif. Et le lendemain, le dimanche, ça finit 7ème en défendant. Alors, pas une défense incroyable, en fait, juste super traction. Ça aussi, mécaniquement, la Williams sortait super bien des virages, en plus de la vitesse de pointe. Ça sortait très fort, et donc ça, c'était très compliqué. Ocon et avant lui Russell, qui ont pas des mauvaises voitures quand même. Hein. Je veux dire, l'Alpine, c'est clairement la 5ème meilleure voiture, assez claire, du plateau. La Mercedes, on est quasiment au niveau de l'Aston Martin maintenant en perfo, donc c'est vraiment pas des mauvaises voitures. Et pourtant, impossible de doubler Albon, super traction en sortie de virage, et ensuite super vitesse de pointe, donc imbattable quasiment sur ce circuit, parce que toutes les sections virages, enfin avec des virages, notamment au premier secteur et un petit peu du deuxième, c'est impossible de passer parce que tout simplement les enchaînements sont beaucoup trop rapides, on peut pas vraiment se positionner et faire un frein. Donc c'était très compliqué, tout simplement pour eux. Et puis un peu l'effet accordéon, l'effet élastique au niveau de la dernière chicane. Ça se rapprochait beaucoup au freinage, mais ensuite avec la traction il reprenait, donc on ne pouvait pas l'attaquer au T1. Donc franchement, une défense finalement pas exceptionnelle d'un point de vue de pilotage, mais super bien gérée, mine de rien, et super bien gérée aussi sur les pneumatiques. Et puis de toute façon, finir 7ème avec la Williams, même si le circuit est avantageux pour eux parce que c'est un circuit de moteur et de vitesse de pointe, ça reste une super performance quand même pour Albon, il faut le souligner. C'est vraiment Albon qui fait un peu le Russell de l'époque, hein, finalement, chez Williams. Un pilote avec de l'expérience qui a mûri maintenant après le passage un petit peu loupé chez Red Bull et que j'aurais vraiment bien envie maintenant de voir dans une meilleure voiture parce qu'il est vraiment très 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 rapide. Il fait pas d'erreur et il emmène la Williams là où elle n'a rien à faire, clairement. Parce que là, c'est une chose, on était sur un circuit qui était assez favorable pour Williams, pardon, mais il l'a fait aussi, il a fait de très belles perfos et de marquer des points sur d'autres Grands Prix cette saison et la saison passée. Donc il faut souligner le très bon travail d'Albon. J'en parle assez rarement sur le podcast parce que les Williams, ça font rarement des trucs non plus étincelants, mais là il méritait son petit moment, voilà, sa petite partie. Rapidement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hülkenberg, alors ouais, Hülkenberg, mon frérot. Comment dire? Difficile, honnêtement très difficile, c'est vraiment pas cool. Il finit 15ème du Grand Prix, je spoil direct, je pars direct de la fin. Ça fait une perfo de malade, sous la pluie, un peu à la Magnussen l'année dernière, deuxième temps, sous la pluie, en Q3, donc déjà ça va jusqu'en Q3, donc ça déjà c'est à souligner, c'est déjà une très belle performance pour une Haas. Et ensuite, ça fait vraiment un très beau résultat, première ligne, juste à côté de Verstappen, donc deuxième. Malheureusement, il a pas assez ralenti sous drapeau rouge, le drapeau rouge de la Q3, donc il prend 3 places de pénalité sur la grille, il part 5ème, ça reste déjà très très bien malgré tout, déjà 5ème c'est déjà pas mal pour une As. Il part 5ème, il tient tout le monde en début de course comme on l'a dit, jusqu'au moment où il décide de s'arrêter, et là je pense que c'est la petite erreur. Alors, il y a l'erreur du fait que juste après il y a la safety car, et donc là tout le monde s'arrête en gagnant énormément de temps et il se retrouve derrière tout le monde. À ce moment là je crois qu'il est 16ème, enfin il est dans les 15ème, de toute façon après il a quasiment pas bougé du reste de la course parce que malheureusement la Haas elle a pas le rythme pour aller chercher des monoplaces, pour doubler. Il aurait pu faire une course un peu à la Albon, c'est-à-dire être devant et défendre, comme il l'a fait d'ailleurs sur les premiers tours, mais il pouvait pas tenir, il pouvait pas remonter dans le field. Il n'a pas une voiture pour remonter. Il peut tenter de défendre, mais attaquer c'est juste pas possible. On l'a vu déjà qu'avec des très bonnes voitures c'est compliqué. Là c'est encore plus difficile pour lui. Donc malheureusement il s'arrête. Alors là où je dis que c'est une erreur, c'est mettons de côté la safety car parce que forcément c'est facile après la course, une fois qu'il y a eu la safety car, de dire c'était une erreur de s'arrêter. T'aurais attendu 3 tours, il y avait la safety car. Certes. Mais malgré tout, même sans ça, on l'a vu, c'était très difficile de doubler. Donc, un peu comme les Ferrari, garder la position en piste, ça aurait pas été idiot, je pense. Et je pense pas que les pneus étaient très usés. Je pense qu'on a voulu se décaler parce qu'on a vu qu'on n'était pas très vite. Je sais pas ce qu'on a tenté chez As, honnêtement. Mais tenir un peu plus longtemps, bloquer un peu le monde, c'était peut-être pas plus mal.
en attendant une potentielle safety car ou un drapeau jaune. En tout cas, s'arrêter comme ça en premier, parce que je crois que c'était le premier à s'arrêter, ou si, enfin dans les leaders en tout cas, dans le top 10 c'était le premier à s'arrêter. C'était peut-être pas forcément la bonne solution, même sans safety car. Garder la position en piste, bloquer un peu tout le monde, de toute façon, il fallait tenter un truc. Alors, vous me direz, il fallait tenter un truc. Voilà, je viens de le dire. Ils ont tenté un truc différent des autres. Ça aurait pu marcher, voilà, c'est un peu... mais le problème, c'est que s'arrêter avant tout le monde, ça marche rarement, même quasiment jamais. Enfin, si, il y a le phénomène d'undercut, mais là, je veux dire, d'un point de vue d'une stratégie un peu plus globale, s'arrêter comme ça, très tôt, c'est prendre le risque de qu'il y ait un drapeau jaune, qu'il y ait un drapeau rouge, parce que si quelques tours après il y a un drapeau rouge, c'est pareil, tout le monde s'arrête, tout le monde change les pneus, alors là c'est encore pire qu'une safety car, parce que là vous perdez absolument 0 secondes, puisque vous changez pendant le drapeau rouge. Donc c'est encore pire qu'une safety car, mais de toute façon n'importe quoi, une virtual safety car, une safety car, un drapeau rouge, tout ça fait que, même si la pluie arrive par exemple, vous avez un arrêt de plus que les autres dans les pattes. Donc c'est, dans beaucoup de situations, c'est pas avantageux. Peu importe ce qui se passe après, quasiment vous êtes fait quoi. Vous êtes fait comme un rat. Voilà. J'ai réussi à caler cette expression, je suis content. Alonso et Hamilton pour terminer. Je voulais terminer rapidement. Après on va conclure sur ce Grand Prix et se donner rendez-vous dans 2 semaines. Alonso et Hamilton, franchement, ils nous ont fait une super course. Ils nous ont offert un peu de spectacle. Hamilton prend l'avantage sur Alonso au départ. Alonso qui était un peu endormi sur le départ. Alors après, il a patiné, il n'a pas vraiment eu de chance. Mais la différence, on a vu le 0 à 100. Il prenait quand même une sacrée claque Alonso sur le 0 à 100. Bref, Hamilton passe. Alonso repasse derrière ensuite. Un peu plus de vitesse, surtout en début de course. Mais derrière, Hamilton, il n'a pas lâché. Surtout qu'Alonso avait beaucoup de conso d'essence. Un petit problème de frein sur la fin, mais ça ne l'a pas vraiment handicapé. Il a dit à la fin de la course que de toute façon, son ingénieur ne lui avait même pas dit pour pas le déconcentrer. Mais en tout cas, Alonso a dû faire quand même pas mal de lift and coast. Donc c'est ce phénomène. Alors en fait, en gros, c'est ce qu'on fait beaucoup d'ailleurs en endurance. De lever le pied de la pédale d'accélérateur, donc d'arrêter d'accélérer bien avant le freinage, c'est-à-dire qu'on reste en roue libre, on touche rien avant le freinage, donc on lâche l'accélérateur un peu plus tôt, et ensuite on vient prendre les freins. Ça permet d'économiser à chaque fois le bout de ligne droite, et en fait de se laisser en roue libre, de profiter de l'inertie qu'on a pour avancer jusqu'au freinage tout simplement. Ça fait perdre un peu de temps, pas trop non plus, c'est pour ça qu'on le fait en bout de ligne droite, vous le faites pas au début de la ligne droite, sinon vous perdez sacrément. Mais voilà, le lift and coast, c'est pas non plus ce que les pilotes préfèrent, parce qu'en termes de pilotage, c'est un peu chiant. Tu lèves un peu le pied avant, enfin, t'as l'impression d'être sur l'autoroute, quoi, d'être chill. Donc les pilotes aiment pas trop ça. Et puis ça fait perdre du temps forcément. Donc Hamilton revenait en fin de course. Ça n'a pas suffi pour doubler Alonso. Mais ils ont été proches toute la course à nous faire un peu des petits. Alors, Alonso dans les stands qui feinte l'unsafe release d'Hamilton. Franchement, mon frérot. Alors, le Fernando, il en loupe pas une. S'il faut aller chercher une petite pénalité, un petit truc, il est toujours là. Voilà, il guidonne comme ça là pour faire genre que Hamilton lui est repassé devant un peu trop proche. Il y avait largement la place. Il y avait 1 mètre et quelques. D'ailleurs, Toto Wolff, on a vu un replay de lui qui s'amusait à faire ça dans le garage Mercedes, un peu pour pointer du doigt la malice finalement d'Alonso, qui était un peu abusé. Des fois il abuse un peu le Fernand. Mais bon, voilà, ça, il tente. Faut tenter, on va dire, j'ai envie de dire, qui tente rien à rien. Donc il l'a fait. Super course en attendant, ça a été proche toute la course, même s'il n'y a pas eu beaucoup de dépassements entre eux, mine de rien, ils ont été proches, et il y a eu quand même globalement des beaux dépassements. Norris qui est passé par l'extérieur, notamment à l'épingle, enfin, il y a eu franchement des beaux dépassements, alors qu'on pourrait se dire sur un circuit comme ça, il y a 3 zones de DRS, ça va défiler en mode TGV et puis c'est ciao. Pas vraiment. Alors moi j'ai toujours ce problème de la première zone la deuxième du coup zone de DRS qui donne sur la chicane et la zone de DRS, la dernière qui est donc sur la ligne de départ arrivée. Alors après je sais pas comment tu comptes, si celle-là ça compte comme la première, je pense que ça compte comme la première. Bref, en tout cas vous voyez de quoi je parle. Les 2 derniers DRS, on va dire du tour, avec cette chicane entre les deux, je pense qu'il refaudrait une zone de détection, enfin une ligne de détection entre ces 2 chicanes, parce que là, si vous doublez, vous avez le DRS dans la grande ligne droite, donc dans la ligne droite de retour,
vous doublez à la chicane, et bien après, derrière, vous avez le DRS. Donc vous pouvez en plus vous échapper. On a souvent ce truc-là sur pas mal de circuits. On a ça aussi Enfin, je sais pas s'ils ont changé depuis, mais je crois que ça n'a pas changé. En Hongrie, c'est pareil. Vous avez le DRS de la ligne droite départ-arrivée, puis le premier virage, et ensuite le DRS. Sauf que vous gardez le DRS même si vous doublez au premier virage. Donc en fait, vous doublez, et après, vous échappez super facilement. Enfin, super facilement. L'autre a l'aspiration, mais mine de rien, vous avez quand même le DRS et lui non, donc c'est pas très très cool. Et je pense que ça pourrait justement faire de super batailles de je te passe, je te repasse. Ça pourrait être marrant. Bref, et surtout un peu moins désavantageux, on va dire, pour le pilote qui se fait attaquer. Voilà. On se retrouve déjà dans 2 semaines pour le Grand Prix donc d'Autriche, qui j'espère sera très sympa. En général, on a des belles courses en Autriche, donc j'espère que ce sera le cas encore cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas, encore une fois, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez écouter ce podcast en version audio sur toutes les plateformes. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok et en Shorts pour avoir plein de petites vidéos qui vous expliquent la Formule 1, qui vous résument les Grands Prix très rapides. Quand vous n'avez pas le temps, ça va plus vite. Et là, il y a plein de petites vidéos très 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 cool qui arrivent sur TikTok et Instagram. Je crois pas que ce sera en Shorts parce que les Shorts c'est 1 minute et ça va être trop court. J'ai une vidéo qui va expliquer le volant. On va expliquer aussi pourquoi les dépassements sont beaucoup plus difficiles cette année. On va parler plein de choses, on va parler d'autres sports auto aussi, avec une petite vidéo sur le rallye. Vous allez voir, ça va être mucho gusto. Suivez-moi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.